Je suis né en 1949, je suis le dernier d'une fratrie de quatre. Mes parents étaient instituteurs dans une campagne dans le Cantal, parce qu'on n'était quand même pas très loin du sortir de la guerre. C'était assez courant qu'on envoie un enfant chez l'un des grands-parents. Très tôt, on m'a envoyé chez ma grand-mère paternelle. J'ai dû y rester de 49 à 53, 54. Et ma grand-mère, elle, donc, elle était veuve de guerre. Et ma grand-mère, donc, était journalière. Elle travaillait à la journée dans le village, chez les uns et chez les autres, à faire la cuisine et à faire la couture. Et elle était payée à la journée. Donc, ça lui faisait des revenus complémentaires avec sa pension de veuve de guerre. Pension de veuve de guerre qui, au fil du temps, s'était beaucoup améliorée. Les gouvernements successifs ont fait beaucoup pour les veuves de 14. Et puis mon père, lui, comme il était instituteur et souvent secrétaire de mairie, à l'époque, ils ont monté des dossiers pour toutes les veuves pour qu'elles aient la retraite des vieux travailleurs. Elles ne pouvaient pas l'avoir parce qu'elles n'avaient pas de certificat de travail. En tout cas, dans le village dans lequel j'étais, toutes les veuves de guerre avaient non seulement la pension de veuve de guerre, mais avaient en plus la pension de vieux travailleurs. Et ma grand-mère est née Marie-Jeanne Théris, c'était son nom, la Maria, avec le LEA devant, la Maria. Alors il y avait la Maria, il y avait l'Antoinette, il y avait la Félicie. Moi je l'appelais Mémé. J'ai des souvenirs très très précis des repas où l'exploitant agricole, le patron, qui ouvrait son couteau au début du repas et qui annonçait la fin du repas en fermant le couteau. Il fallait manger rapidement pour reprendre les travaux des champs. Il y avait le bouvier, le vacher, le fromager, beaucoup de vendeurs qui passaient dans le village. Il y avait aussi le rémouleur qui passait pour aiguiser les ciseaux, pour aiguiser les couteaux. Donc toutes les femmes qui faisaient la cuisine ou qui cousaient ou qui coupaient, quand le rémouleur passait, il avait du boulot. Il y avait aussi le marchand de draps. Tous ces ambulants passaient régulièrement pour fournir ce dont les gens avaient besoin. Tout ce qui était draps, serviettes, torchons, c'était à la découpe et c'était cousu. La principale matière des draps, c'était le chanvre. C'était une matière très solide. Sous les draps de chanvre avec un édredon, on avait chaud. Et puis le chanvre, c'est épais aussi, donc on avait quand même cette notion d'avoir du poids sur soi, et donc on était bien. Il y avait un nom générique, le drap. Je me souviens de l'expression « c'est fait en drap ». Ceux qui vendaient tous ces matériaux, c'était ce qu'on appelait les marchands de draps. Et c'était ces marchands de draps qui se baladaient de village en village, qui allaient aussi sur les marchés. Et les gens attendaient le marchand de draps. J'allais au lavoir avec ma grand-mère. Moi, à 7-8 ans, je me tapais la brouette avec la bassine pleine de flotte et les draps qui trempaient dedans. Mais les draps avaient trempé dans l'eau chaude à la maison. On mettait la bassine sur un trépied en métal, on faisait le feu dessous et puis ça bouillait. Alors il y avait du savon. Ensuite, on allait au lavoir et là, au lavoir, le bassin d'eau, puis la margelle, assez large. Hein. Alors l'eau était courante, c'était dans le bassin pour rincer. Et les lavandières frappaient le drap. Ça durait hein, parce que taper, retremper pour faire sortir le savon. Et puis quand elles estimaient que les draps étaient bien rincés, on les remettait dans la bassine. Mais on n'étendait pas le drap, il y avait une expression de chez nous, on écartait le linge. Je participais à ces travaux. Quelqu'un qui travaillait tout le temps. Mon arrière-grand-mère était couturière. Elle a dû apprendre avec mon arrière-grand-mère. Et puis à l'époque, à la campagne, les femmes apprenaient à coudre, elles apprenaient à tricoter, elles apprenaient à broder. Ça faisait partie de l'éducation. Et je me souviens d'ailleurs que ma grand-mère vérifiait les cahiers de couture de mes sœurs parce que mes sœurs faisaient de la couture au lycée. Elles n'avaient pas bien fait leur truc. Pour elles, il y avait un manque de concentration. Je me souviens, on employait beaucoup ce terme. Tu ne te concentres pas assez et tu n'es pas assez précise. Avec ton aiguille,
Moi, j'ai refait des lignes. Nous, la punition, c'était de faire des lignes. Mes sœurs, c'était de refaire des coutures, des choses comme ça. Ma grand-mère était la couturière de la famille. Ma grand-mère, elle a habillé toutes mes sœurs. Elle m'a habillé moi. Les chemises étaient marquées. Moi, quand je suis parti en pension, ma grand-mère a fait YP sur les chemises. Il y en avait qui achetaient ça tout près. Alors, il y avait l'obligation, mais je pense que ma grand-mère le faisait avec plaisir. J'ai vu ma grand-mère faire du crochet, je l'ai vu coudre, je l'ai vu faufiler. Elle faisait les ourlets. Comme on disait chez nous, elle raccommodait quand c'était un petit peu troué. Parce qu'à l'époque, on reprisait beaucoup. On reprisait les chaussettes, on reprisait tout. Ma grand-mère me faisait les vêtements dans les vêtements de mon père. Je me souviens que pour que ça dure plus longtemps, elle retournait les cols, elle retournait les manches. On ne jetait rien. Je l'ai vu faire ses patrons avec la craie. Il y avait sur la table de la cuisine, il y avait la craie, il y avait une règle, il y avait les ciseaux, il y avait l'œuf pour repriser les chaussettes. Elle avait son lot d'aiguilles à tricoter, elle avait son matos. Ouais. Alors je me souviens, les patrons, elle les faisaient dans le papier journal. Ça a été une période de ma vie où j'ai beaucoup appris de cette personnalité. Je garde d'elle d'être du bon côté de ceux qui travaillent, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont exploités, d'être attentif à son prochain. Elle m'a appris aussi à appréhender l'injustice. Elle m'a appris des valeurs républicaines.